Le plus important, comme au poker, c'est finalement quelle est la table à laquelle tu vas jouer. C'est pas les gens qui veulent devenir riches qui deviennent riches d'une certaine façon, c'est ceux qui ont des rêves et qui se battent jour et nuit pour accomplir leurs rêves. Moi j'ai un sentiment de bâtisseur en fait dans tous les projets. La finance c'est un outil, c'est un moyen, ça ne doit jamais être une fin en soi. Salut les chefs, je m'appelle Sophie Plumer et je suis votre hôte. Parfois, on devient chef par envie, par opportunité, par hasard ou même par obligation. Souvent, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire, être chef. Ce qui est sûr, c'est que ce rôle s'appréhende, se travaille et se construit avec le temps. À mon micro, vous allez découvrir des histoires d'hommes et de femmes qui m'ont impressionné par la puissance de leur action et leur force de conviction. Ensemble, on parle de leurs rêves, de leur mission, de leur leadership, de leurs doutes, de leur remise en question aussi. Aujourd'hui, je vous invite à écouter l'histoire de Xavier Courboulex. Xavier est un ancien auditeur devenu directeur financier dans le monde de la tech et des startups. Avec Xavier, j'ai voulu aborder la question du management positif sous l'angle de l'argent et de la rentabilité financière. J'ai challengé le postulat que j'ai posé à la création de ce podcast. Est-ce que bienveillance et performance sont-elles bien liées ? Vous allez l'entendre, Xavier a un don pour nous faire prendre de la hauteur et réfléchir. La réponse à ma question n'est bien sûr pas binaire, et c'est ce qui est justement intéressant. J'espère que vous trouverez dans cette conversation de l'inspiration, l'envie de rêver grand et de changer le monde. Bonne écoute de mon échange avec Xavier Courboulex et rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Salut Xavier, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, enchanté. Xavier, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast parce qu'aujourd'hui, j'avais envie d'adresser un sujet que j'ai peut-être moins l'habitude d'adresser sur Chef, qui est la relation entre management et chiffres. Sur Chef, on a tendance à parler beaucoup de sujets que je qualifie un peu de mou, de soft skills, de confiance, de bienveillance, d'écoute, etc. Mais en fait, une entreprise, c'est ça, mais pas que. C'est aussi de la finance et des chiffres. Et toi, t'es directeur financier et ton expérience m'intéressait beaucoup pour traiter de ce sujet. Merci beaucoup. Pour démarrer, j'ai une question rituelle pour mieux te connaître qui est... Xavier, quel chef es-tu ? Alors, je suis un chef qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et ce qui est marrant, c'est que je suis passé d'un mode très task-oriented. J'ai été biberonné au grand cabinet de consulting Price, avec leurs grandes méthodes bien rodées, où tu apprends à structurer, à avancer, à gérer les gens, à manager, mais avec une contrainte très forte de temps, de qualité et de pression financière. Et dans ce mode-là où j'étais très bulldozer, j'ai bien réussi ma carrière, j'ai appris plein de choses. Mais à un moment donné, je me suis retourné et je me suis rendu compte que quand je faisais des 360 feedback avec les équipes, c'est que j'étais un achiever, un doer. Désolé pour les mots anglais mais qui viennent de cet univers-là du consulting. Un faiseur. Ouais, un faiseur, ouais. Mais il manquait une touche, en fait, dans la façon de prendre en compte les problématiques que peuvent avoir les personnes, leur drive, qu'est-ce qui va les engager, qu'est-ce qui va les motiver plus que certaines choses court terme. Avec les dernières années, en fait, j'ai switché vers un mode beaucoup plus coaching et puis apporter de la vision. On en a un peu parlé et apporter du rêve dans tout ce qu'on fait, dans la façon dont on lead les gens. Et donc c'est ce passage-là de jeune manager qui est devenu un expert technique et qui commence à manager des gens et qui d'abord est là pour qu'on soit fier de lui, à finalement un leader où tu essaies de venir avec en fait un projet, une vision et tu essaies de la partager et d'emmener les gens et les emmener avec ça. Et c'est cette transition-là. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je pense que je suis en route vers ça et de plus en plus et de mieux en mieux, j'espère. Et voilà. Chef, c'est né d'une conviction profonde que j'ai, qui est que, comme je le dis de manière un peu... pour la rime aussi dans la présentation de Chef, qui est que bienveillance et performance sont indissociables au bon fonctionnement d'une entreprise. Et j'ai vraiment envie de croire que c'est possible en fait qu'une entreprise puisse être rentable et en même temps être un environnement sain dans lequel les collaborateurs prennent plaisir à évoluer, à travailler. C'est même indissociable, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et quand les collaborateurs se sentent pas bien, ça pêche aussi sur la rentabilité financière de l'entreprise. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Je voulais que tu me fasses miroir de réflexion par rapport à ça. Donc je veux bien ton avis, en toute honnêteté, par rapport à cette conviction. J'adore ton point de départ. Je vais le décomposer pour essayer de définir de ma réponse.
Donc la rentabilité, c'est la capacité à une société de générer de l'énergie, et cette énergie, elle va lui permettre de faire plein de choses. Tu as des cas où tu es dans des situations difficiles. Le Covid, par exemple, la crise du Covid a apporté beaucoup de complexité sur certains marchés, dans certains domaines industriels particulièrement. Et tu peux te retrouver dans des situations où en fait, la réalité autour de toi fait que ta société n'est plus rentable et où tu as une complexité à gérer. Donc l'humain derrière que tu dois gérer, les décisions que tu dois prendre sont complexes. Je suis un fervent croyant du fait qu'une société ne réussit pas si elle n'a pas les bonnes personnes, et si tes équipes n'arrivent pas à trouver leur équilibre au niveau du stress, au niveau de leur engagement, leur vision de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils ont envie de voir et de construire. Mais tu peux te retrouver dans des situations où en fait, c'est pas parce que tu as mal géré tes people, c'est pas parce que tu n'essayes pas d'être quelqu'un avec des valeurs et d'avoir des décisions qui sont en lien avec tes valeurs, que tu es rentable ou pas en fait. Et j'aime bien un livre de Tony Hsieh qui est Delivering Happiness. Il parle de ça, en fait, c'est un joueur de poker. Lui-même est joueur de poker. Il a créé la société Zappos aux États-Unis, qui est maintenant une filiale d'Amazon. Dans son expérience, il a créé une super première boîte qu'il a vendue, il a tout cramé le pognon, tout reperdu très très vite. Dans tout son apprentissage et tout le feedback qu'il a fait sur ses années de travail, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que le plus important, comme au poker, c'est le parallèle qu'il fait, c'est finalement quelle est la table à laquelle tu vas jouer. Tu peux prendre ton énergie, ta bienveillance, ton savoir-faire, mais selon la table étant l'entreprise, le marché dans lequel tu vas aller, selon où tu vas être, en fait, tu vas te prendre des conditions juste de reality check, de choses concrètes autour de toi qui vont faire que tu ne vas pas pouvoir être le mec hyper généreux avec tout le monde et tu vas avoir des décisions dures à prendre. C'est un équilibre qui est ultra compliqué, en fait. C'est d'abord ce choix-là qui va te permettre d'arriver dans quelque chose où tu vas être rentable par tes décisions stratégiques ou parce que tu as juste choisi ou tu as eu la chance d'être dans un marché successful. Et ensuite, le fait de pouvoir apporter cette bienveillance et autres, pour moi, je le dissocie dans le fait que tu peux te retrouver dans un cas ou l'autre, mais par contre, je suis d'accord avec toi, il y a un lien entre les deux, entre le fait qu'une société est rentable, va devenir rentable, et la façon dont on traite les gens, la façon dont on véhicule des valeurs et dont on les active. Mais ce lien n'est pas toujours automatique. Et ce que je retiens, c'est que donc, clairement, la rentabilité, c'est tout un tas de choses. Donc à la fois bien comprendre le marché sur lequel on est, bien comprendre les leviers de rentabilité qu'on va devoir activer, etc. Il y a une histoire aussi de compétences des personnes qu'on inclut dans notre entreprise pour être capable de faire tout ça. Et après, il y a des décisions au regard du marché qu'on doit prendre. Donc, peu importe finalement les décisions que tu peux prendre, il y a des décisions qui peuvent être très dures humainement, mais tu peux aussi les prendre en les accompagnant et sans être un connard, quoi, si je peux formuler. Et ça, finalement, c'est deux choses différentes. T'as le fond et la forme. Ouais, j'adore ce que tu viens de dire. En fait, j'ai fait un entretien cette semaine en interne pour la boîte pour un responsable de l'équipe dev, le futur responsable de l'équipe dev. Et j'ai une phrase qui m'a dite, qui synthétise ça, c'est prendre les décisions avec sa tête et les appliquer avec le cœur. Si je continue, si je tire le fil là, de ma conviction sur performance et bienveillance, est-ce qu'une entreprise qui est sur un marché porteur, qui est rentable, qui fait des choix stratégiques intelligents pour la rentabilité de l'entreprise, mais qui traite mal ses collaborateurs, du coup peut-être que ça génère du turnover, etc. Ça, c'est quoi ta vision sur ces entreprises-là ? Je viens d'un univers en fait, où, notamment dans l'univers des boîtes qui créent des logiciels, les gens que tu as dans tes équipes, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va faire que ta boîte va être successful ou pas. Les entreprises qui continuent d'avoir des pratiques qui sont uniquement liées à la profitabilité, la rentabilité et juste servir les actionnaires, et qui oublient de partager et de co-construire quelque chose, je pense que par elles-mêmes, elles réussiront pas. Et aujourd'hui, quand tu vois la pression qu'il y a sur les marchés, mais en France, en Europe et dans le monde, en tout cas aux États-Unis et Nord-Amérique, où les gens ont envie de choisir les sociétés dans lesquelles ils vont travailler. Donc on se retrouve avec des gens qui ont des sociétés qui ont dû s'adapter
et se tourner vers la satisfaction des employés. Et dans ce cadre-là, tu te mets à partager ton profit à travers plein d'outils financiers et à partager, moi ce que je crois le plus aussi, c'est tes actions, les actions de ta société, tu en distribues à tout le monde et c'est ce qui a fait, je pense, le succès de certaines boîtes dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, c'est qu'en fait tout le monde était incentivé à la réussite de la boîte. Mais pas que parce que tu as un bonus à la fin de l'année et que tu as un petit peu plus de bonus, mais parce que en fait, tu sais que l'immeuble, le quartier, la ville que tu es en train de construire, en fait, il y a un petit bout, c'est ta maison, quoi. Et ce partage-là, c'est ce qui amène à avoir la capacité de faire venir dans tes équipes et les gens qui ont du talent. Et si tu restes dans les sociétés que j'ai observées et qui sont dans des modèles purs financiers, donc quand j'étais auditeur, j'ai des souvenirs de boîtes où en gros le patron était payé scandaleusement cher par rapport au niveau de profitabilité de la boîte et par rapport au niveau où tout le reste du management était payé avec ce que tu décris, un turnover. Et en fait, je me souviens d'une discussion avec ce CEO où le mec, je lui disais, vous avez un turnover. J'avais fait une analyse un peu sur le coût de ce turnover avec le coût finalement des embauches. Et sa réponse est, je m'en fous. Mais en fait, c'était des anciennes générations aussi, hein, mais la personne, elle s'en foutait, mais totalement. C'est-à-dire que c'était des capacités de production, et il avait des capacités de production qui lui permettaient de vendre son produit, point. Et à aucun moment, il y avait une notion humaine, de partage, de compréhension que ces gens sont juste des gens avec des familles, ce sont des gens qui peuvent peut-être même t'apporter beaucoup au niveau personnel parce que tu vas échanger avec eux, mais même pas le début. Et je sais que ça m'a marqué. Et pendant ma carrière d'auditeur et de consultant, il y a quasiment eu qu'une boîte ou deux dans laquelle je me suis dit j'aimerais travailler. Et après, je suis arrivé dans l'univers des startups et autres, et je me suis senti beaucoup plus à l'aise, et parce que tu es dans cet univers-là compétitif, où du coup, tu engages les gens, tu leur demandes un effort financier court terme, parce que tu les engages sur le long terme, et tu partages un rêve, tu partages une envie de construire, tu sais que tu apportes quelque chose. J'aimerais comprendre aussi, toi, en tant que CFO, donc soit toi personnellement, soit de manière générale, quand on parle de la profession de directeur financier, est-ce que vous avez des marges de manœuvre, des leviers pour diffuser des valeurs que je peux qualifier d'humanistes, de positives, de durables aussi pour les entreprises? Je te pose cette question-là parce que parfois, et moi en tant qu'ancienne RH, je peux voir la fonction finance comme une fonction un peu empêcheuse de tourner en rond en disant non mais attends, on va pas faire ça parce que ça va coûter trop cher, et donc du coup on va pas augmenter les salaires, on peut pas distribuer des parts comme ci comme ça, on peut pas investir dans tel et tel sujet dans lequel t'aimerais qu'on investisse parce que les budgets ils sont contraints. C'est toujours la problématique quand t'es directeur financier, c'est que t'es dans le monde de la réalité. La finance, c'est un outil, c'est un moyen, ça ne doit jamais être une fin en soi. Et parfois on l'oublie, mais en même temps t'es le garant de cette réalité. Tu es le garant en tant que directeur financier de le fait que la société va pas mourir demain, parce que ça peut vraiment arriver, même dans une grosse boîte où tout semble bien aller, parce que toi tu vois qu'il y a des beaux bureaux, tu vois qu'on a plein de clients, qu'il y a plein de gens, on fait plein de choses. Mais le travail du directeur financier, c'est prévoir l'avenir avec tous les outils de la finance, comprendre dans cet avenir de quoi on a besoin, en termes de personnes, en termes de locaux, en termes de tout ce que tu veux, en écoutant tous les départements, en écoutant tout le monde, en définissant et en construisant une stratégie et une vision. Tu pars donc de cette réalité concrète d'aujourd'hui, tu regardes quels sont tes besoins pour demain, et ensuite tu construis un chemin. Et c'est quoi ? La finance, c'est un outil qui te permet d'arriver à tes rêves, d'arriver à ta vision. Moi j'aime bien la vision chinoise de l'argent, parce que c'est dans la vision chinoise de la culture chinoise, l'argent, c'est un flux, c'est une énergie. Et à partir du moment où tu considères que l'argent, c'est pas avec notre background et notre histoire et notre culture catholique quelque chose de sale, et quelque chose où tu peux pas dire j'ai envie d'avoir de l'argent, en tout cas dans notre culture européenne, latine, française, c'est un choc d'entendre ça. Si quelqu'un te dit ça, t'es choqué.
Si tu transfères ça dans une culture autre et que tu mets le mot, moi ce que j'aimerais bien avoir dans la vie, c'est l'énergie, parce qu'en fait j'ai plein de rêves et j'ai envie de faire plein de choses. Bah, tout le monde te dit, ah mais c'est génial, t'as raison, ouais mais moi aussi je veux de l'énergie, moi aussi je veux faire plein de choses. Et tout d'un coup en fait tu casses un élément culturel qui vient d'une éducation et de choses qui ont été transmises pour plein de raisons et quand tu te mets à parler d'énergie avec tout le monde, en fait tout d'un coup bah, tu libères beaucoup de choses et de préjugés ou de bloqueurs que les gens peuvent avoir. Et avec cette énergie-là, après, tu as des outils financiers qui te permettent de distribuer. J'ai une anecdote rigolote. Quand on était chez Allégorithmique, en fait, on a fait une boîte donc, pendant presque 5 ans. On a fait 70% de croissance par an en termes de chiffre d'affaires. Donc on a fait x10 en 4 ans à peu près. Et puis tout en étant hyper rentable. On était presque autofinancé. Et tous les ans, première année où je suis arrivé, je me suis dit tiens, on va faire mieux que ce qu'on avait prévu dans notre plan d'affaires. On va distribuer un petit peu à la fin de l'année, on va verser une prime à tout le monde parce que c'est cool quoi. En fait, on a bien réussi donc on partage. Et c'était une des visions qu'avait la boîte. Et puis l'année d'après, on a versé une prime un peu plus grosse. Et puis l'année d'après, on allait verser une prime un peu plus grosse. Je me suis dit mais c'est complètement con en fait. Financièrement, on va utiliser un montant X qu'on va distribuer à tout le monde. Et on va payer beaucoup d'impôts dessus, alors qu'on paye déjà toutes les charges sociales et ainsi de suite. Et en fait, il y a des moyens techniques qui sont par exemple l'intéressement et la participation, qui sont très encadrés, donc après qui te mettent dans un process, une obligation, tu dois signer des contrats avec les employés pour pouvoir le mettre en place et tout. Mais fiscalement, si tu prends 1000, tu vas pouvoir distribuer 700 avec l'intéressement, alors qu'il te resterait que 500 à distribuer si tu fais un mode classique, quoi. Donc tu te dis, moi en tant que directeur financier, je me dis, je vais mettre ça en place. Nous, d'habitude, la prime, en prenant le postulat de base que les personnes sont payées à la valeur ajoutée qu'elles apportent à l'entreprise, cette prime de fin d'année, on la répartit au prorata du salaire des gens, puisque il y a une certaine logique normalement, quoi, si on ne s'est pas planté sur le salaire des gens. Je me souviens d'une discussion, les mecs se parlent entre eux, ils reviennent vers moi, ils font non, je pense qu'il y a un truc qui serait sympa, c'est que cette prime-là, pour être plus juste, elle soit versée de façon équitable. Il y a 80 personnes, tu prends la prime, tu divises par 80. Je fais super bonne idée. Et je repars, je rebosse, et je me dis génial, on va faire un mix des deux, on fait 50% qui est complètement équitable, juste par personne, et puis 50% au prorata, parce que sinon ça fait une incohérence entre le junior qui vient d'arriver, ça va lui faire un truc gigantesque, et puis en fait tous les directeurs et autres, pour eux ça va être insignifiant, et donc du coup je fais le mix entre les deux. Le jour où on présente le document aux équipes, et là les gens disent non. Et comment ça non ? En fait vous ne nous avez pas écoutés, on vous a dit qu'on voulait qu'elle soit équitable, eh bien vous l'avez pas fait, vous faites que la moitié équitable, c'est pas ce qu'on a dit, et on refuse la prime. Et on avait une consultante avec nous, qui était une experte du sujet de participation-intéressement, ça faisait plus de 10 ans qu'elle était dans cet univers-là. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des gens qui refusent de l'argent, de l'énergie, juste parce qu'elles sont pas alignées avec leurs valeurs. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris à quel point, dans cette boîte-là, on avait créé une culture d'entreprise qui était ultra forte, où les gens, ils étaient là pour un projet, pour un rêve, pour une vision, et pas du tout parce qu'ils se sont payés, quoi. Et tu comprends à quel point, des fois, la culture de ta boîte, si tu as été aligné entre ce que tu voulais dans tes valeurs et ce que tu faisais dans tes actions, à chaque fois que tu prenais une décision, tu essayais d'aligner tout ça, et c'était quelque chose de partagé. En fait, la puissance que ça avait, et qui est complètement décorrélée, finalement, de combien la personne est payée, et ainsi de suite. Mais qui était quand même dans une optique de fond qui était de partage. Et pour l'anecdote, à la fin, on a fini par revoir le truc et faire ce qu'ils voulaient et le payer. Et donc finalement, les gens ont été d'accord. Mais j'ai trouvé ça génial. Finalement, toi, ton rôle, c'est de gérer l'énergie et de le mettre le mieux possible au service de l'entreprise, d'être aussi très ouvert. En fait, ce que je retiens, c'est aussi très ouvert et très à l'écoute des différents départements, des salariés aussi, pour trouver la bonne manière d'investir, de gérer cette énergie. Et la finance là-dedans est un outil et qui va te donner plein de solutions possibles en fait. Que ça va être à travers payer des salaires, à travers payer des primes, à travers donner la capacité à anticiper, de se dire tiens en fait on voit que ça va un petit peu mieux, on va
Ça fait longtemps que j'entends telle personne parler de tel projet de formation. Prévoyons quelque chose pour qu'on puisse le faire plus tard. Ça va être comment tu vas partager les actions de la société. Parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup d'actionnaires dans une société, donc ça peut être très technique de vouloir le faire correctement. Mais derrière, le plus important, c'est est-ce que tu as envie, en fait. À la fin, est-ce que tu es vraiment généreux ou est-ce que tu le prétends ? J'avais une question qui était plutôt personnelle, peut-être un peu polémique, je sais pas, mais qui me tenait à cœur de te poser, parce que en préparant notre interview, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais jeune, autour de moi, donc quand j'étais jeune, dans les années 2000, début des années 2000. Il y a eu plusieurs cas d'amis de mes parents qui avaient à cette époque-là 50 ans à peu près, qui travaillaient dans des belles PME françaises, notamment dans le secteur industriel. Belle PME, 800, 1000 personnes, peut-être un peu plus, plutôt en province, qui se sont fait racheter par des fonds de pension américains et qui ont vraiment vécu cette étape-là comme quelque chose de très difficile parce que les fonds de pension américains ont voulu prendre vraiment le maximum de cash, le maximum de rentabilité de ces entreprises, ont stoppé des salaires parfois, ont arrêté des investissements, enfin vraiment ont pressurisé les moyens de production, la valeur de l'entreprise et les collaborateurs au passage, avant de revendre la boîte quelques années plus tard. Et parfois, ça a même conduit des gens jusqu'au burn-out. Moi, c'est quelque chose qui a profondément marqué mon adolescence. Ça faisait longtemps que je m'étais pas replongée dans ces souvenirs-là et ça, je pense que ça a nourri chez moi quelque chose en termes de justice et peut-être les convictions que je porte aujourd'hui avec Chef. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient de là. Je me rends compte que parfois, donc c'est encore très personnel, mais certaines startups aujourd'hui fonctionnent un peu comme ça, avec des actionnaires qui arrivent, qui mettent beaucoup d'argent sur la table et qui demandent des rentabilités ou des niveaux de croissance qui sont énormes et qui ont aussi un impact sur les collaborateurs. Donc ça, c'est ce que j'observe et c'est ce qui nourrit parfois peut-être une certaine colère, une certaine incompréhension. Ma question, c'est plutôt, quand on n'est pas dirigeant, quand on est manager dans ces entreprises-là, peut-être quand on est CFO, est-ce qu'on a des marges de manœuvre ? Est-ce qu'on peut agir ? Ou la seule capacité qu'on a, c'est de partir, de fuir ce genre d'entreprise ? C'est une question passionnante. La réponse est compliquée. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Déjà, je travaille dans une société qui est sous LBO, donc c'est leverage buyout. Donc ça veut dire que la société a une pression financière énorme dessus. Et on se retrouve, techniquement, c'est pas un fonds américain qui a investi dans une gentille boîte française pour la pressurer et ainsi de suite. C'est autre chose. Mais mécaniquement, la technique financière, c'est le même principe. C'est-à-dire que la société est très endettée. Et donc tu as des marges de manœuvre et donc de principes de réalité qui sont beaucoup plus contraint que dans un univers où c'est juste tu autofinances ta croissance. Donc je suis en train d'apprendre là-dessus. En tout cas, je sais ce que j'ai envie de faire et j'ai pas toutes les réponses. Techniquement, un directeur financier, ce qu'il peut apporter dans cet univers-là, c'est plusieurs choses. Tu as 2 leviers en fait. Tu as un levier, c'est aider la boîte à réussir. Et tu as un autre levier, c'est avoir plus d'énergie. Sur le premier levier, il faut beaucoup de courage. Parce qu'en fait, il faut des fois retourner voir ses fonds de pension, ses investisseurs, ces banques pour renégocier ce qui a été demandé. Parce que des fois, tu te retrouves dans une situation où ça a été négocié quelques mois, années avant, et c'est plus en lien avec la réalité. Et la pression est là parce qu'en fait, il y a 3 ans, tu as mis des chiffres dans un tableau, et donc maintenant, tu dois les délivrer. Et il y a peut-être des contraintes externes aussi, pas que le management qui s'est planté ou qui n'a pas pris les bonnes décisions, mais juste des marchés qui ont changé. Et donc, en fait, des fois, il faut retourner voir ces investisseurs-là, leur expliquer, renégocier avec eux, pour reconstruire quelque chose qui est faisable. Et en fait, pour enlever une partie de la pression. Et donc, un des rôles du directeur financier, c'est ça. C'est avoir le courage de prendre une partie de la responsabilité sur lui et d'aller au front pour retrouver de l'énergie, ou en tout cas l'énergie nécessaire par rapport à la réalité, quoi. Ok, d'expliquer les choses aussi, d'être honnête et transparent sur ce qui se passe, quoi. Exactement. Les fonds, les investisseurs, ils gèrent de l'argent qui n'est pas le leur. Et donc, on leur a demandé, eux-mêmes ont une pression. Mais à la fin, c'est quand même un gars avec qui tu peux discuter. Et si tu lui expliques les choses et que tu as des vrais arguments et un raisonnement et que tu lui apportes une vision pour l'avenir, c'est pas facile, mais c'est possible, quoi. Tu peux négocier. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Gérer la quantité d'énergie que tu as.
pour pouvoir la réallouer. Et la deuxième chose, c'est faire en sorte que la boîte elle réussisse et donc apporter des décisions qui sont en lien avec les valeurs de la boîte et avec des valeurs nobles, si possible, ou en tout cas avec lesquelles tu es aligné, et pour faire en sorte que ça rejoint une des croyances, je pense, qu'on partage, qui est pour réussir, il faut d'abord que les gens qui sont dans ta boîte soient heureux, en tout cas si tu réussiras mieux, et derrière ça va aussi avec des décisions qui sont des fois très dures, parce qu'en fait j'ai une autre croyance qui est assez froide, qui n'est pas purement humaniste, mais qui est que le plus important, c'est d'approcher une société non pas comme une famille. J'ai beaucoup entendu ce mot-là dans ma carrière, et en fait, je l'aime pas, parce que je trouve que c'est pas une réalité. C'est se fourvoyer que de croire qu'une entreprise est une famille. L'entreprise, c'est une équipe, et au même titre qu'une équipe sportive, et qui a des contraintes, et qui est là pour avancer et gagner. Avancer et gagner, ça veut pas dire faire du profit pour des actionnaires ou faire du profit pour que le dirigeant. Parce que c'est derrière, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton profit qui est important. Et on en a discuté déjà. Le but, c'est quand même de créer quelque chose. C'est de construire, de développer quelque chose. T'es parti, t'es arrivé, il y avait un champ, t'as construit une première maison, une deuxième, un immeuble, t'as construit une ville. Moi, j'ai un sentiment de bâtisseur, en fait, dans tous les projets. Et là-dedans, t'as besoin des bonnes personnes. Des fois, on veut trop être une famille et garder des gens qui ne sont plus adaptés à des environnements, qui eux-mêmes se mettent dans des situations où ils sont malheureux, parce qu'en fait, soit ils ont plus le niveau de compétences nécessaire, soit, j'en sais rien, il y a trop de pression, soit la culture a changé parce que t'es 250 personnes et eux, ce qu'ils aiment, c'est dans un environnement où ils peuvent accéder à tout le monde et qu'en était 20. Et en fait, c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est des cycles, tout ça. Avec les outils RH, tu peux accompagner les gens, tu peux les coacher, mais des fois, c'est pas suffisant, en fait. Et mieux vaut que les gens partent, mais pour tout le monde. Pour eux, parce qu'ils vont trouver quelque chose où ils sont plus heureux. Et pour toi, parce qu'en fait, t'as besoin de gens qui sont dans les membres de l'équipe, le pilier droit de ton équipe, le pilier gauche, le mec qui est capable de courir très vite. Et t'as besoin de tout ça, en fait. Parce que sinon, à la fin, si tu le fais pas, si tu te plantes pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. À la fin, tu meurs. Et quand t'analyses au niveau macro les entreprises, un bouquin qui est génial qui s'appelle Good to Great, et qui parle de ça, c'est une étude qui a été faite sur beaucoup d'années pour voir comment des sociétés à succès ont réussi à le rester ou ensuite à être des super performeurs. Et tu te rends compte qu'en fait, une entreprise, elle grandit, elle naît et elle meurt. Et qu'il y a très 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 peu de boîtes qui ont réussi à tenir dans la durée. Il faut avoir conscience, et c'est le rôle du CFO, de ce reality check des fois, tu peux mourir. Donc, tu as des décisions à prendre qui sont dures. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que là encore, il y a le fond et la forme. Tu as la réalité qui est froide, etc. Puis après, tu as la manière dont tu t'y prends pour bien vivre cette réalité. Donc oui, tu as des objectifs imposés par des actionnaires, mais si tu discutes avec eux, si tu leur expliques, toi, quelle est ta réalité de manière factuelle, et peut-être que les objectifs, il faut qu'ils soient revus, tu peux discuter avec eux, puis faire en sorte que ça soit positif. La manière aussi dont tu transmets ces objectifs et cette pression qui peut aussi être vue comme des challenges aux collaborateurs. Et là aussi, c'est le rôle du dirigeant, c'est le rôle du manager, de bien accompagner ça. Le fond du problème, c'est pas tant parfois le chiffre, c'est la manière dont on donne du sens et dont on motive autour du chiffre, quoi. Tu nous as parlé beaucoup de rêve. Comment tu le vis au quotidien dans tes activités ? La notion de rêve, c'est pour moi, c'est ce qui me fait lever le matin. C'est quoi le sens que tu donnes à ce que tu fais ? Et après, chacun peut avoir des rêves qui sont personnels pour les autres, qui peuvent être différents. Je sais qu'un des CEO que j'ai rencontré, Sébastien, il a le rêve d'apporter au monde de l'art, de la création et du cinéma suffisamment pour recevoir un Oscar. Et pour lui, c'est un marqueur de vie. C'est quelque chose qui est un driver je vais apporter de la créativité. Et donc mon objectif, mon rêve, c'est de libérer la créativité dans cet univers-là pour que les gens puissent mettre en image tout ce qu'ils ont rêvé, et ainsi de suite. Et ça, tu le transmets en fait. Quand ton objectif final, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'arriver à apporter quelque chose pour, entre autres, la personne qui est ton client, d'apporter ta petite brique dans le monde pour changer quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup plus noble que de dire je vais faire X points d'EBITDA. Et je pense que quand tu embauches des gens qui sont alignés avec ton rêve et qui se disent ouais mais c'est trop génial. Elon Musk, je pense qu'il est très fort là-dessus.
Il a des rêves après qui sont les siens sur aller sur Mars ou autre, mais il drive par ça, parce qu'en fait il emmène les gens, il propose quelque chose, il fait rêver. Et tu n'engages pas les équipes sur le long terme et dans l'effort, parce qu'il y a des moments qui seront difficiles, il y a toujours des notions de cycle, si t'as pas des rêves. Pour moi, c'est pour ça que c'est aussi important. C'est pas les gens qui veulent devenir riches qui deviennent riches d'une certaine façon, c'est ceux qui ont des rêves et qui se battent jour et nuit pour accomplir leurs rêves. Toute dernière question, Xavier, quel est ton rêve ? J'ai toujours eu des rêves, et personnellement j'ai toujours été drivé par les rêves. Quand j'étais môme, je me souviens que je voulais apprendre à dessiner parce que je voulais que toutes les belles images que j'ai eu la chance de voir dans mon enfance, je puisse les mettre sur papier. Et je sais que longtemps, dans mon adolescence et autres, ça a été une motivation. J'avais fait quelques cours aux Beaux-Arts, je me suis rendu compte que j'étais pas plus doué que ça. Mais aujourd'hui, tu vois, je fais un peu de photos, j'aime un peu garder ces trucs-là, ou à travers la cuisine. Et j'aime bien m'exprimer comme ça, même si je le fais pas autant que j'aimerais. J'ai ces premiers rêves-là, j'ai la chance de toutes ces images que j'avais, que je voulais partager, elles venaient du fait que mes parents m'ont emmené en fait toute mon enfance voyager un peu partout. À 10 ans, je crois que j'avais compté à l'époque, j'avais déjà visité 23 pays. On partait avec la R18 de mes parents, avec la tente dans le coffre, et on a traversé toute l'Europe, le Maghreb et ainsi de suite. Et j'ai beaucoup voyagé et j'aimerais donner ça à mes enfants en fait. Merci beaucoup Xavier pour ton temps, pour tous tes éclairages, pour toute ta générosité dans ton témoignage, puis pour nous faire rêver et nous donner des envies d'aventure. Merci Sophie. Alors racontez-moi vos apprentissages suite à l'écoute de ma conversation avec Xavier. De mon côté, je retiens 3 notions, l'énergie, le rêve et la forme. L'énergie d'abord. J'ai vraiment retenu que l'argent et la rentabilité économique, ce sont la capacité d'une entreprise à générer de l'énergie. Et cette énergie est nécessaire pour mener à bien des projets, des rêves. Avoir uniquement comme ambition de générer de l'énergie, ça n'a donc pas du tout de sens si cette énergie n'est pas mise au service de quelque chose de plus grand. Ensuite, la notion de rêve m'a bien sûr marquée. Je retiens qu'en tant que chef, pour fédérer des équipes, c'est beaucoup plus fort de le faire en partageant son rêve et en emmenant ses équipes à réaliser son rêve avec soi. Et ce rêve, bien sûr, ne doit pas être uniquement de générer de l'argent, si vous suivez bien ce que Xavier disait. Et enfin, peut-être le plus important, la réponse à la question « Est-ce que bienveillance et performance sont liées ?» Je retiens la réponse de Xavier. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que la bienveillance, ça aide. Et tout ce qu'on met derrière, bien sûr, le sens, les bonnes conditions de travail, la reconnaissance, la confiance, etc. Cette bienveillance, ça permet que l'aventure humaine, elle soit plus forte, ça permet d'atteindre son rêve plus vite, ou peut-être de manière plus grande. Mais ça ne suffit pas car on ne peut pas nier la réalité économique. A l'inverse, si on est sur un marché super porteur, on peut ne pas être vraiment bienveillant avec ses équipes et quand même faire de l'argent. Mais ça veut pas dire que l'aventure va durer longtemps, ni qu'elle sera agréable à vivre, ni même qu'on va en générer autant de bénéfices que si on avait géré ses équipes avec bienveillance. Donc pour conclure sur cette question, j'ai compris qu'il y a aussi le fond et la forme. On peut vivre des choses très compliquées comme des licenciements économiques ou une fermeture d'entreprise et savoir bien accompagner les choses. Voilà, j'espère que cet épisode aura nourri votre approche du leadership et du rôle de chef. Xavier et moi serions très heureux d'avoir vos retours suite à cet épisode. Envoyez-nous vos petits messages sur LinkedIn et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.